tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de Matin Bonheur pour lequel nous sommes très heureux de vous retrouver comme à l'ordinaire. Et ce matin, à l'entame de cette émission, je veux rendre un hommage appuyé aux agents des forces de l'ordre et à tout le travail remarquable qu'ils abattent au quotidien pour permettre aux populations de vaquer librement à leurs occupations. N'eût été leur efficacité et leur promptitude ce matin, bon, c'est pas sûr que vous nous aurez eu pour faire votre émission. Ils ont été très efficaces et particulièrement à deux agents de la police nationale qui ont dégagé l'autoroute de Yopougon pour nous permettre de sortir de cette commune où, je tiens à le signaler, ce matin, ce sera difficile de passer par l'autoroute car il y a eu un grave accident hier et l'autoroute est coupée dans le sens Adjamé-Yopougon. Donc faites attention si vous n'êtes pas encore sorti de chez vous, privilégiez le 4e pont. Allez, cela dit, nous on est bien calés et on est prêt à vous entretenir pendant 1h05 que va durer cette émission. Calez-vous bien car Matin Bonheur démarre maintenant. Bienvenue à votre émission. Il est temps de partir. Ils étaient des milliers venus de toute la Côte d'Ivoire. Il n'en reste plus qu'une centaine, les plus talentueux de la terre des Burnis, qui fouleront la mythique scène du plus prestigieux concours musical au monde. Pour cette élite, une seule règle, faire retourner le fauteuil de l'un de nos illustres coachs, Onel Mala. Le vétéran de la musique gospel, José. La diva de la musique ivoirienne, Mix et Premier. Le plus mélodieux du coupé décalé, Didi B. Le roi du rap ivoire. Tenez-vous prêts? The Voice. Diffusion tous les vendredis à partir de 20h50 sur RTI 1. Bonjour à tous, la moitié du sud sera nuageuse au cours de la matinée. On observera en début de période quelques averses de pluie sur les régions du littoral. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. Côté température, on pourra observer 24 degrés pour la ville d'Abangourou, 25 degrés à Abidjan et à Diaké, 23 degrés à Bandoukou, 22 à Bouaké, 24 degrés dans la ville de Bouna, 23 degrés à Boundiali, 23 degrés également à Daloa, 24 à Dimbokro, 23 degrés pour les villes de Gagnoa et Guiglo, 22 à Kong et Korogo, 23 degrés à Man et Odiéné, 24 degrés à San Pedro, 23 degrés à Sassandra, 24 à Séguéla, 23 degrés pour les villes de Soubré et Tabou, 24 degrés à Tiasalé et 23 degrés à Yamoussoukro. Eh bien, l'après-midi, des passages nuageux accompagnés localement d'averses et d'orages intéresseront le sud forestier, le littoral et l'ouest. En milieu ou fin de période, l'ouest et le nord-ouest seront affectés par des orages et quelques pluies. Le reste du pays sera sous un ciel généralement nuageux. Eh bien, pour les températures, on aura 33 degrés à Bangourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés pour les villes d'Adiaké, Bandoukou et Bouaké, 34 à Bouna, 33 à Boundiali, 34 degrés à Daloa et Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa, 33 à Guiglo et Kong, 34 degrés à Korogo, 32 degrés pour la ville de Man, 34 degrés à Odiéné, 31 degrés à San Pedro et Sassandra, 34 à Séguéla, 33 à Soubré, 31 degrés à Tabou et Tiasalé, 32 degrés à Touba et enfin 33 degrés dans la ville de Yamoussoukro.
Bonjour à tous, on démarre tout de suite au palais présidentiel où s'est tenu un conseil des ministres hier mercredi. Au nombre des décisions, l'on note cette ordonnance instituant le prélèvement bancaire comme seul moyen de paiement des impôts et taxes des contribuables relevant du régime simplifié d'imposition et du régime normal d'imposition. Cette nouvelle disposition vise à corriger les dysfonctionnements au niveau du recouvrement. Le gouvernement s'est également fait l'écho de la tenue des examens à grand tirage et envisage de rationaliser les effectifs de la fonction publique avec un projet majeur. Le Conseil a adopté une ordonnance modifiant l'article 97 du livre de procédure fiscale ainsi que le projet de loi de ratification y afférent. Cette mesure vise à optimiser le recouvrement des impôts et taxes. Ainsi, cette ordonnance institue le prélèvement bancaire comme seul mode de paiement des impôts et taxes auxquels sont soumis les contribuables relevant d'un régime réel d'imposition en vue de pallier les dysfonctionnements générés par les autres modes de paiement. Cette opération est conduite par les entreprises à travers le portail e-impôt. C'est une mesure qui concerne spécifiquement tous les impôts et taxes à la charge des contribuables relevant du régime simplifié d'imposition et ceux du régime normal d'imposition. Ça concerne en général les entreprises qui ont plus de 200 millions de chiffre d'affaires ou qui payent au moins 50 millions d'impôts. Voilà. Je pense que toutes les entreprises qui sont concernées pourraient se retrouver dans ces indications. Mais il faut préciser que ce texte a été fait, je dirais, d'accord parti avec donc, les entreprises. Il y a eu des discussions bien avant pour arriver donc à cette conclusion-là. Donc les entreprises ont été associées à ces réflexions. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a inauguré hier le centre de nutrition Dominique Ouattara du Centre national de radiothérapie Alassane Ouattara CNRAO de Cocody. Ce centre représente une avancée significative pour le soutien nutritionnel et la rééducation des patients atteints de cancer. Il vise à offrir un espace de restauration et de rafraîchissement aux patients. Il inclut un espace de kinésithérapie pour la rééducation des malades du cancer. Ce centre, un don de la Fondation CIFCA, a été entièrement financé et construit à hauteur de 200 millions de francs CFA. L'épouse du chef de l'État a fait des dons en nature et en espèces d'une valeur de 27 millions de francs CFA pour l'équipement et le fonctionnement du centre, ainsi qu'à la population présente. Dans le reste de l'actualité, en Guinée, au procès historique du massacre du 28 septembre 2009, l'une des pages les plus sombres de l'histoire moderne du pays, le procureur a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre Moussa Dadis Camara et plusieurs autres responsables. Le magistrat Ala Simogo Diallo a demandé que la peine soit assortie d'une période de sûreté de 30 ans et a réclamé que les faits soient requalifiés en crimes contre l'humanité par meurtre, assassinat, torture, séquestration et viol. Et puis, 3 jours après l'attaque de son domicile lors d'une présumée tentative de coup d'État, Vital Kamerhe, ministre de l'économie dans le gouvernement sortant de la République démocratique du Congo, a été élu ce mercredi président de l'Assemblée nationale. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7 h pour un nouveau développement de l'actualité. Merci à Régis Kofi. Rendez-vous donc à 7 h, c'est bien cela. Mister Gilet. C'est ça. Allez, très heureux de vous retrouver, Régis Kofi, qu'on a seulement les jeudis dans votre émission et qu'on est très très content de retrouver. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, avec lui, je sais qu'on va parler de football dans le deuxième point de l'information parce qu'hier, il y a eu un grand moment de foot, même si ce n'était pas le Real Madrid qui était en scène, mais hier, il y a eu la finale de l'Europa League et à ce jeu, le Bayer Leverkusen a concédé sa première défaite de la saison. Allez, nous, on continue de vous entretenir. On va justement parler de sport dans votre émission. Ce sera tout à l'heure avec Ngamble Konaté, avec lequel on va faire un tour complet de l'actualité sportive du moment et on va notamment parler de la
la fin du championnat ivoirien et d'autres rendez-vous sportifs qu'il y a pu avoir le week-end écoulé et en début de semaine. Gomblé Konaté qui normalement devrait nous rejoindre dans quelques petites minutes. Je reviens sur cette information donnée en début d'émission concernant le grave accident qu'il y a eu sur l'autoroute de Yopougon, pour lequel, bien évidemment, si vous êtes encore à la maison, eh bien, privilégiez le 4e pont pour sortir de la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Gomblé Konaté, il est prêt, il va nous rejoindre dans les couleurs d'une équipe que je n'arrive pas à reconnaître. Il nous dira c'est laquelle des équipes. Gomblé Konaté qui arrive maintenant. Venez Gomblé Konaté. Bon, on va voir la balle qui tient en main là. J'imagine que ce n'est pas du football. Du handball. C'est du handball. Et ce sont les couleurs de quoi du Abidjan Handball Club, on va dire l'équipe championne de Côte d'Ivoire, qui a réalisé un magnifique, on va dire, triplé l'année dernière. Oui. Championnat, coupe, super coupe, et qui a représenté récemment donc la Côte d'Ivoire, on va dire, en compétition africaine. Cette belle équipe, on va dire, dirigée par Armando, le président Armando, qui fait beaucoup pour le handball ivoirien. Voilà. On en parle juste après la transition qui nous est servie par la régie. Allez, Gomblé Konaté, avant de parler de handball, avec tout ce que vous avez énuméré concernant l'Abidjan Handball Club, on va s'intéresser à l'athlétisme, mais c'est avec le marathon des femmes de Côte d'Ivoire qui a enregistré plus de 1500 participants, et c'était il y a quelques jours. Effectivement, plus de 1500 participants ont pris part donc, à la 5e édition du marathon donc, des femmes de Côte d'Ivoire qui s'est déroulé dans la commune de Koumassi, on va dire à Renault. Elles étaient nombreuses à prendre le départ donc, de ce marathon-là, lancé sur une distance de 10 km, 5 ou 2 km pour d'autres. Donc, les participants, au nombre desquels on trouvait donc, des diplomates, des hommes politiques, des chefs d'entreprise, des leaders d'opinion. Bref, ils étaient nombreux à panter les artères de la commune de Koumassi sans grande difficulté, un parcours de santé et de, on va dire, de soins destiné donc à renforcer les liens entre les différents acteurs. Et donc à l'arrivée, comme les années précédentes, tous les différents, on va dire, vainqueurs ont été récompensés, clôturant ainsi donc en beauté cette belle initiative-là de Mme Tonda et son équipe. En tout cas, ce fut de beaux moments d'espoir et de convivialité. Et justement, cette année, c'était placé sous le thème de la cohésion et de l'autonomisation. Effectivement, ce rendez-vous-là, depuis 5 ans maintenant, est organisé sous la triptyque donc sport, cohésion, autonomisation, sport, parce que on y trouve des activités sportives, bien évidemment. Vous avez la marche, vous avez le marathon, vous avez le football, comme cette année par exemple. Oui. Vous avez également, c'est également un rendez-vous de cohésion parce que les participants viennent un peu de partout, de tous les horizons. Et puis également, l'autonomisation des femmes est une question importante, Madame Tonda, tout simplement parce que c'est important, partout on réunit les femmes à travers certaines initiatives. Vous avez par exemple des stands qui étaient érigés à l'espace Inch'Allah de Koumassi pour promouvoir, sinon pour soutenir les initiatives féminines. Magnifique activité à laquelle a pris part même la mère de Didier Drouba qui était. On l'a retrouvée parmi les participants. Voilà, on la voit là, juste là. Madame, voilà. En tout cas, belle activité à laquelle a participé aussi des hommes. Hein. On voit plein d'hommes qui effectivement des hommes, les femmes. Évidemment, des hommes également. C'est vrai que l'activité est dénommée Marathon des femmes de Côte d'Ivoire. Mais beaucoup d'hommes participent également à cette magnifique activité-là qui était donc à sa 5e édition. Du côté de Koumassi le week-end dernier. Et c'est du sport et c'est bon pour la santé. Gomblé Konaté, et avec vous, on parle d'une autre activité sportive, c'est le Maracana et les amis du 16e, j'imagine que c'est à Yopougon. C'est Yopougon, bien sûr. Sont champions de Côte d'Ivoire pour la première fois de leur histoire. Effectivement, les amis du 16e de Dagbeyi Paul-Éric sont champions de Côte d'Ivoire après donc 48 heures de compétition et 41 matchs au total du côté de l'Agora de Port-Boué. C'est là-bas que s'est déroulé donc ce championnat, la phase finale de ce championnat. La Super Division 2024, il faut rappeler que 20 équipes, les 20 meilleures équipes ivoiriennes étaient donc réunies à cette occasion on va dire à Port-Boué. À l'arrivée, c'est donc les amis du 16e qui ont battu donc une autre équipe de Yopougon, les MC180, lors du dernier match donc, de cette compétition-là 1-0. Magnifique, on va dire, activité. Et c'est pour la première fois que les amis du 16e, on l'avait si bien précisé. Oui, son champion son champion de Côte d'Ivoire. Tous les meilleurs acteurs ont été primés, comme les années précédentes d'ailleurs. Clôturant ainsi en beauté cette 15e édition de la Super Division, donc au niveau du Maracana Trocap N1. Bon, donc les regards sont désormais tournés vers la Coupe nationale qui est prévue en juin. En juin, effectivement, c'est le prochain rendez-vous qui est inscrit au calendrier de la Fédération de la Coupe nationale qui démarre le 1er juin sur l'ensemble du territoire national. Il faut rappeler que ce sont les amis maracaniers de Boaké,
dans le camp de Boaké qui est tenant du titre, donc de Oscar Agbelia et de tous les autres, Ogundina et tous les autres qui portent donc cette magnifique équipe, on va dire, du camp de Boaké qui est tenant du titre. Voilà. Bon, ok, on voudrait faire un coucou au commissaire Bleu Charlemagne qui porte absolument, qui est le président de la FIMADA, président de la FIMA, qui prépare déjà les instances, enfin les échéances internationales à venir, notamment la Coupe du Monde. Et ce fut donc un pari réussi une fois de plus par le commissaire Bleu Loin Jean Charlemagne, président de la FIMADA et de la FIMA également. C'est bien cela, Ngambele, on ne saurait faire cette rubrique sans passer par le top but. Hein? C'est un crime de lèse-majesté. Oui, évidemment. Donc, vous voyez ce magnifique coup de pied, on va dire, à gauche de Salif Diarra-Souba, ce caressé. Donc, Bref, revoyons donc le top but, le top des meilleures réalisations de la 28e journée, avant donc... 28e journée de Ligue 1, hein, de Ligue 1, avant le top départ de la 29e. Là, on ne parle pas de Maracana. C'est parti. Africaine, c'est vrai que la SEC a été éliminée en quart de finale, mais cette équipe, la SEC Mimosa, avec Diarra-Souba, la frappe exceptionnelle de Diarra-Souba, le pied gauche de Diarra-Souba, il a fait mal à la 21e minute, et il permet à la SEC Mimosa de mener 1-0. La SEC peut toujours rêver de disputer la Ligue africaine des champions la saison prochaine. Ah oui, la SEC Mimosa qui marche sur ses bases, toujours le milieu de terrain qui apporte avec ce contrôle, ce léger de contrôle de la part de Pokou qui est dans le sens. Qui est dans le sens du jeu, qui est dans le sens de la course de Diarra-Souba. Et Diarra-Souba après le contrôle. Voilà encore un autre ballon avec Diakaria qui est dans la surface de réparation. Il est éliminé. L'ouverture du score, Diakaria. C'est lui qui offre le chemin et qui ouvre le chemin pour ses partenaires. Ça fait 1 but à 0 au terme d'une action collective. Validé, Diakaria. Oui, ben on voit le travail encore. Quand il n'est pas à la finition, il est au départ des actions. Awa, il a réussi à percuter et servir quand il fallait. Ils sont plus nombreux que les Hermaniens. Attention, Bro! C'est lui qui était là, c'est lui au bout, qui vient d'ouvrir cette réduction du score. Omblou William Junior, ça fait 2 buts à 1. Quelle position, quelle qualité. Et la position dans laquelle se retrouvait les Kelouités, la parfaite, 2 buts à 1. C'est un bon ballon de Sinaré, il fixe la défense. Quel bon ballon encore, vous voyez là. Oh, Jean-Charles, le coup du sommet. Oh là là, il est somptueux, il est magnifique, c'était Néo celui-là. Ça fait 2 buts à 0. Dans ce type de match, le match ne peut pas finir sans qu'il y ait le but. Un but d'un attaquant comme celui-là qui désormais fait de lui le deuxième meilleur buteur de la Ligue ivoirienne juste derrière Bédi. Il aura 13 buts à son actif. Sont les derniers instants, vous savez, hein, ça va s'affouiller avec le joueur notamment qui est et c'est lui qui vient d'offrir le but de la victoire au précédé le dernier. Diabakate Aboubakar, désormais la Zida Bengourou remporte provisoirement le match grâce à lui. Franchement, c'est un vrai boulet de canon que le gars il a envoyé. Hein. Oui, Diabakate Aboubakar. Le but, là c'est premier. Hein, oui, et surtout dans le temps additionnel, il offre la victoire donc à la Zida Bengourou, qui était tenu en échec. Il y avait 2-2. Il marque à la 94e minute cette frappe qui illumine le ciel de Makori. Franchement. Bravo à Diabakate Aboubakar. C'est le genre de ballon qui peuvent déplacer un doigt. Hein. Le gardien, on va pas lui en vouloir s'il n'a pas pu prendre. Absolument. Ici, n'a pas pu prendre le ballon. Et Ngambele Konaté, belle transition pour parler de la 29e journée qui va se jouer ce week-end. Effectivement, la 29e journée au cours de laquelle on aura un choc entre le... Il n'est pas encore champion de Côte d'Ivoire. Oui, le FC San Pedro. On en parlait tout à l'heure, le FC San Pedro officiellement. Donc, sera opposé au Racing Club d'Abidjan. Un seul nul, on va dire, un seul point du moins. Suffit donc au FC San Pedro pour valider son titre de champion de Côte d'Ivoire. Au niveau donc du stade Robert Champoux de Makori, le samedi à 17h45. On aura l'explication entre Sol FC, la SEC Mimosa, c'est un choc entre Julien Chevalier et Hendrik Kofiru-Marik. Un choc à suivre bien évidemment sur RTI. Mais normalement, le FC San Pedro aurait dû être sacré depuis. Oui, aurait dû être sacré.
seulement que le poursuivant dirait que le Racing Club d'Abidjan était opposé à Boaké FC. Le match n'est pas allé à son terme. Et vu que le résultat n'a pas encore été homologué, alors il se trouve que Boaké a bénéficié d'un pénalty à la 82e minute. Et les joueurs donc, du FC Samp, du Racing Club d'Abidjan, estiment que c'est une erreur d'arbitrage. Ils vont donc quitter le terrain. Et c'est comme ça que le match a pris fin, malheureusement. Depuis hier, le RC a demandé donc à la Fédération moyenne de football de rejouer le match. On attend toujours la décision de la commission chargée donc, de ces questions-là. Bon, si le match avait été homologué, et que par exemple c'est Boaké, le FC San Pedro était champion. Était déclaré champion de Côte d'Ivoire à 2 journées du terme. Mais en l'état actuel, le FC San Pedro ne peut être officiellement déclaré champion. Sinon, ils ont la possibilité à domicile le samedi de prendre un seul point face au RCA et être déclaré champion, mathématiquement champion. Bon, champion pour leur premier titre. On espère que ce sera le cas parce qu'ils ont fait une belle saison. Hein. Effectivement, ils ont fait une belle saison. Ils tiennent quand même la meilleure attaque, ils ont le meilleur buteur du championnat. Ça fait plusieurs années maintenant qu'ils terminent deuxième derrière la SEC Moza. Ça sera bien mérité, ce premier titre de l'histoire pour les Pétriciens. Bon, pour récompenser tout ce qu'ils ont fait depuis quelques années. En tout cas, on attend de voir ça et sûrement Ngom Konaté va nous en parler dans les prochains numéros de Sport Matin dans votre émission. Et puis, on va refermer avec la liste du sélectionneur Faye Mers dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026 qui va être révélé bientôt. Oui, effectivement, c'est d'ailleurs ce jeudi. Voilà, c'est aujourd'hui, hein? Oui, aujourd'hui, jeudi. Il va communiquer sa liste de 25 joueurs pour la double confrontation, déjà face au Gabon, le 7 juin à Korogo. Ensuite, on ira donc au Kenya. On va jouer probablement du côté du Malawi. Donc le 11, pour cette double confrontation, il va communiquer une liste de 25 joueurs. Il faut rappeler que nous allons jouer la 3e et la 4e journée. Et au terme des 2 premières journées, la Côte d'Ivoire est leader, juste devant le Gabon et on va dire le Kenya. Bon, Ngom Konaté, vous qui êtes dans le secret des dieux, est-ce qu'il y aura des surprises dans cette liste-là, hein? Oh, pas véritablement, mais on s'attend quand même, pourquoi pas, à ce qu'il appelle 1 ou 2 joueurs qui... Des nouveaux, hein? Bien, des nouveaux, pourquoi pas. Peut-être un joueur du championnat ivoirien, pourquoi pas. Un autre joueur du championnat ivoirien, après Foli Chalayahi, pourquoi pas. C'est possible. Mais bon, on attend de voir, il y a toujours des surprises avec... Comme le Konaté, est-ce que Amad Diallo sera sur cette liste? Amad Diallo de Manchester United, il réussit quand même qui a fait une belle fin de saison. Manchester United. On espère qu'il sera appelé par les Soyer, mais on attend de voir à 11 h tout à l'heure au niveau de la maison d'hiver. Bon, donc on va patienter un tout petit peu pour savoir qui sont ces joueurs-là qui vont figurer sur la liste du coach ivoirien, du sélectionneur ivoirien pour les prochains matchs des éliminatoires du Mondial 2026. Ngom Konaté, merci. Merci beaucoup. On était très heureux de vous retrouver avec la belle tenue de l'Abidjan Handball Club. Bon, on salue tous les athlètes de cette équipe-là et puis le handball ivoirien, on se le rappelle, qu'il y a eu de très beaux jours dans les années passées avec notamment la ministre Kandia Kamara et d'autres grands noms encore, les Namama Fadiga et tout ça, à qui on passe le bonjour. Merci. Merci infiniment, Reno Kobia. Ngom Konaté, lundi, hein, c'est bien ça. On se retrouve lundi. Dans Matin Bonheur. Allez, nous, on continue de vous entretenir. Ce ne sera plus en sport, mais on va parler d'information. Et là, c'est avec la revue des Unes. C'est tout à l'heure. Voilà, très heureux de vous retrouver pour cette autre articulation de votre émission qu'on démarre avec le quotidien L'Expression qui nous dit que les fraudeurs n'auront plus de place dans la nouvelle Côte d'Ivoire qui est en train d'être bâtie. Et c'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres d'hier relativement à l'affaire des 87 fraudeurs découverts dans les rangs de la douane ivoirienne. Et selon le ministre Amadou Koulibaly, qui est cité donc par le confrère, les contrôles vont se poursuivre et s'étendre à tous les secteurs de l'administration publique ivoirienne. Toujours sur cette affaire des fraudeurs découverts dans les effectifs de la douane ivoirienne, le Jour Plus révèle que le chef de l'État a donné des instructions aux membres du gouvernement hier lors du Conseil des ministres afin que pareille situation ne se reproduise plus jamais. Le confrère souligne sur le sujet que c'est aujourd'hui que ces 87 fraudeurs seront face à la justice ivoirienne.
En cette période d'examen scolaire, le quotidien Le Sursaut nous emmène sur les pas des tricheurs et fraudeurs. Et dans un dossier qu'il consacre au sujet, le confrère fait toute la lumière sur les plaies qui ont miné l'éducation nationale ivoirienne depuis plusieurs années. Et il révèle aussi les défis auxquels sont confrontés la ministre Mariatou Koulibaly qui se bat pour mettre fin à ces pratiques. À noter qu'après les épreuves écrites du CEPE le mardi 21 mai, hier c'était au tour des oraux du BEPC sur toute l'étendue du territoire national. Et puis pour terminer, les obsèques de l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié se poursuivent. Et hier, au 4e jour de ces obsèques, une messe a été dite pour le repos de son âme à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Et selon le quotidien L'Héritage, de nombreuses personnalités ont pris part à cette prière. Parmi elles, on notait notamment des membres du corps diplomatique. C'est ici qu'on referme ce numéro de la Revue des Unes. Et justement, après la revue des Unes, on passe à une autre articulation de votre émission. Et là, nous allons recevoir un monsieur avec lequel, justement, vous avez pris désormais rendez-vous. Et avec lui, on parle de digital. Comment ça va, très cher? On va s'installer. Et avec vous, on va s'intéresser justement à un sujet qui est assez intéressant. On va parler de la pratique de l'Internet pour plusieurs catégories de personnes de la société. Bon, on les a nommées X, Y et Z. Et justement, vous allez nous expliquer de qui on parle et comment est le rapport de ces personnes-là à la pratique du digital. Ça va? C'est très bien, oui, ça va. Bonne arrivée. Merci. Ça va super bien. Justement, aujourd'hui, l'Internet est devenu une denrée essentielle dans tout ce que nous faisons. Bon, on a la catégorie des parents, donc qui n'ont pas forcément baigné dans le digital dans leur enfance parce que bon, c'était pas encore disponible, c'était pas encore à la portée de tout le monde. On a la catégorie des enfants qui eux sont nés là-dedans et qui maîtrisent pour certains hein, à ravir le digital. Et donc il y a un déphasage entre les parents et les enfants. Donc à quoi justement chacune des personnes est confrontée dans son activité avec le digital? Alors merci de m'avoir comme toujours. Pour commencer, c'est important quand même de mettre les choses dans le contexte. Oui. Donc en fait, déjà, vous faites référence à ce qu'on appelle les générations X, Y et Z. Oui. Et c'est important de dire qu'il y a, au-delà des générations X, Y et Z, on a aussi les baby boomers. Oui. Et juste après les générations Z, ce qu'on appelle les générations alpha. Donc les baby boomers sont ceux qui sont nés entre 40, 55 et 60 à peu près. Ils sont aujourd'hui des grands-parents. Hein. Aujourd'hui, voilà, des parents pour certains ou des grands-parents pour d'autres. Oui. Et ce qu'on a ensuite, ce qu'on appelle les générations X, qui sont nées entre 65 et 80, qui sont, moi, je les appelle mes grands frères. Les générations Y, donc qui sont nées entre 80 et 95, et les générations Z, qui sont plutôt entre 95, 2000 et 2010, 2015. Et puis ensuite, les générations Alpha, qui sont vraiment la génération des gens qui sont nés avec les tablettes et autres. Donc en termes de comportement, les générations X vont être des personnes qui vont être fidèles aux marques. C'est les personnes qui ont découvert Internet, en fait. Les premiers ordinateurs à la maison, les Macintosh et autres, ou pour même certains, les premiers téléphones Motorola, par exemple. Excusez-moi de citer cette marque, mais c'est vrai que c'est vraiment le symbole qui a été pris pour la création du mobile. Ensuite, la génération qui suit, c'est la génération qui grandit avec les téléphones de base et qui joue par exemple au serpent, si vous vous souvenez. C'est ça. Et qui ensuite découvre les smartphones. Et puis ensuite, la génération Z, c'est celle qui vraiment grandit dans les smartphones. Voilà. Et puis bien évidemment, la génération Alpha, c'est celle qui, comme je vous disais, grandit avec les tablettes. Et chacun a des habitudes de consommation différentes. Cela étant dit, il y a quand même des choses qui se retrouvent entre chacun, entre chacune de ces générations. Et puis pour finir sur l'introduction, c'est un thème, ce thème de génération a été créé par un Canadien qui s'appelle Douglas Coupland, qui a écrit un livre dans les années 91 qui traduit un petit peu le changement générationnel et les attitudes par rapport aux nouvelles technologies. D'où vraiment ce concept-là. Et justement, c'est pas toujours évident, hein, quand on finit de stratifier tout ça, c'est pas toujours évident pour chacune de ces générations-là, entre celles qui n'ont pas connu Internet, celles qui ont un peu connu et celles qui sont nées là-dedans. Mais justement, comment ces générations, chacune à leur niveau, utilisent les réseaux sociaux? Alors, donc la génération X, puisqu'on parle aujourd'hui de X, Y, Z, donc ceux qui sont nés entre 65 et 80, ils vont utiliser beaucoup plus des plateformes comme Facebook, par exemple, parce qu'ils ont découvert la création de Facebook donc, au courant années 2000, 2005, 2010.
Donc c'est là qu'ils découvrent. C'est des personnes qui ont découvert Internet avec l'ordinateur fixe et qui ont bien évidemment découvert les réseaux sociaux et les interactions avant même Facebook. Donc qui se sont habitués à Facebook principalement. La génération X, c'est une génération qui est beaucoup plus mobile et ordinateur. Donc eux, ils sont peut-être un peu plus sensibles à tout ce qui est personnalisation, campagne. Donc c'est des personnes qui utilisent aussi bien Facebook qu'Instagram. Donc qui sont un peu plus avancées sur l'utilisation des réseaux sociaux. Et la génération Z, c'est une génération qui est beaucoup plus connectée, entièrement connectée, et qui va utiliser des plateformes comme TikTok. Donc qui sera beaucoup plus sensible à la création de contenu, au partage de contenu, et qui va utiliser des plateformes voilà, où les gens vont faire de la personnalisation, où les gens vont faire du bouche à oreille, où les gens vont faire du référencement. Donc c'est des personnes qui sont très sensibles aux campagnes comment dirais-je, où vous verrez par exemple sur Instagram des personnes qui recommandent. Donc ils sont beaucoup plus sensibles à la recommandation. Et justement, j'imagine que ces personnes de cette génération sont plus sensibles parce qu'elles ne maîtrisent pas véritablement l'outil, c'est bien cela, hein? Les personnes qui sont plus sensibles, les personnes de la génération X, c'est pas qu'elles ne maîtrisent pas, c'est qu'elles sont beaucoup moins hyper connectées que d'autres, par rapport à leur adolescence. Donc qui ont beaucoup moins l'habitude. Mais je répète, dans chaque génération, vous avez des personnes qui sont hyper connectées, d'autres qui sont plus curieuses, d'autres qui sont plus à l'aise, d'autres qui sont... Voilà, qui ont une capacité à utiliser Internet ou moins, qui dépend même au-delà de leurs compétences digitales, dépend peut-être de leur intérêt ou de leur tranquillité ou de leurs compétences numériques. Bon, et puis là, sur l'écran, on a justement un petit tableau qui nous fait le point des pratiques pour chacune des générations. Et ce que vous venez de l'expliquer, justement, c'est en phase avec cela. Maintenant, quels sont les principaux défis auxquels chacune de ces générations est confrontée en matière de compétences digitales? Parce que vous l'avez dit, chaque génération a ses compétences en fonction de son rapport à Internet et de comment elle s'est retrouvée face à cet outil-là. C'est une bonne question. Une fois de plus, il faut faire attention parce que, comme je disais, ça dépend de l'intérêt, des compétences ou de la curiosité de tout un chacun. Vous avez des personnes de génération Z qui sont peut-être moins enclins, qui ont peut-être moins d'intérêt tout le temps sur Internet parce qu'elles aiment lire, elles aiment écrire, c'est des artistes ou autres. Comme vous avez des gens de la génération X qui vont être des gens qui sont passionnés par Internet, par exemple, ou par les nouvelles technologies. Mais c'est vrai que, si on prend l'exemple du monde du travail, génération X et Y vont être très habitués aux outils bureautiques qu'on a toujours utilisés depuis très longtemps, pour ne pas les citer, bien sûr. Mais les générations Z vont être les générations qui vont être beaucoup plus dans l'instant, dans le temps réel. Donc j'utilise par exemple des outils qui me permettent, via ma voix, de me sortir un texte. Donc beaucoup d'intelligence artificielle. Justement. On parle de tous les outils comme ChatGPT et autres. C'est des générations qui vont utiliser les outils les plus récents. Donc je pense qu'au-delà de compétences, c'est plutôt l'intérêt vers certains outils qui est marqué par les générations Z qui vont être dans le temps réel et peut-être des générations X et Y qui vont prendre beaucoup plus de temps et utiliser plus leur cerveau ou d'autres habitudes d'écrire avant de commencer à utiliser leur ordinateur. Mais justement, et on va continuer à parler de tout ceci juste après la deuxième édition du Flash qui va nous être servie par Régis Kofi. Restez en notre compagnie pour tout savoir sur les pratiques au niveau de l'Internet de chacune de ces générations-là qui ont été nommées X, Y et Z et c'est avec notre invité. À tout à l'heure. Bonjour à tous, je suis Cheikh Cissé, champion olympique, champion du monde de taekwondo et je participe aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Jeux Olympiques de Paris représentent pour moi un moment crucial pour poursuivre mon parcours d'excellence sportive. Mes principaux défis à cet événement, c'est surtout la gestion des attentes élevées. Il est inévitable que je demeure dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je suis très jeune et je peux encore beaucoup donner à ma nation, à mon continent. Rien n'est acquis d'avance dans le sport, mais il y a une chose qui est sûre, les athlètes qui représentent la Côte d'Ivoire se donneront à fond. Je peux dire qu'actuellement, nous sommes dans la partie préparation physique. Cette nouvelle catégorie me permet de mieux m'exprimer. Au vu de mes dernières performances extraordinaires où je couronne par le meilleur athlète masculin de l'année 2023. Ma plus grande attente serait de voir toute une nation derrière ses sportifs, comme d'ailleurs à la Coupe d'Afrique des Nations, afin qu'on puisse aller chercher la victoire. Du 26 juillet au 11 août, ensemble, vibrons au rythme des Jeux Olympiques de Paris 2024. RTI, diffuseur exclusif.
Du 14 juin au 14 juillet 2024, vivez l'UEFA Euro 2024 avec le groupe RTI, le diffuseur exclusif en Côte d'Ivoire. Ne manquez pas cette expérience unique pour ressentir l'adrénaline de l'Euro 2024 avec le groupe RTI, votre partenaire exclusif de l'Euro 2024 en Côte d'Ivoire. Bref regard sur l'actualité. Merci à vous tous de nous rejoindre. Les journées de la fonction publique se déroulent du 21 mai au 27 juin prochain. La performance du service public dans un contexte de modernisation de l'administration est le challenge mis en avant cette année. Grace Kando nous en parle. 4e édition des journées de la fonction publique. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, donne le ton. Mais avant, Anne Désiré Ouloto fait le point de l'édition précédente. L'examen récent des résultats de ces JFP 2023 révèle un taux de satisfaction impressionnant qui dépasse les 86% et qui souligne ainsi l'impact tangible de ces rencontres sur notre communauté d'agents et fonctionnaires de l'État. Alors, à travers ces journées, nous avons pu jeter les bases d'une analyse approfondie des défis et des mutations sociales, offrant ainsi un cadre propice à la formulation de réponses adaptées à l'évolution de notre société. Les journées de la fonction publique visent entre autres à vulgariser les réformes engagées en matière de transformation et de modernisation du service public. C'est pourquoi la ministre d'État Anne Désiré Ouloto engage tous les fonctionnaires et agents de l'État à l'implication. Je voudrais donc lancer un appel à la mobilisation de chacune et de chacun d'entre vous, fonctionnaires et agents de l'État, pour une participation active à ces journées. Je souhaite que ces journées 2024 soient le cadre d'analyse profonde du fruit de nos travaux, du fruit de nos réformes, du fruit de nos réflexions. J'invite tous les fonctionnaires et agents de l'État à Abidjan et dans les 10 régions retenues pour cette édition à se mobiliser à l'effet d'assurer leur présence effective à chacune des activités prévues. La 4e édition des journées de la fonction publique sera meublée de plusieurs temps forts, à savoir une conférence inaugurale autour du thème « Performance du service public » dans un contexte de modernisation de l'administration, des panels, suivis du message du gouvernement sur l'état du service public en Côte d'Ivoire, sans oublier des décorations de fonctionnaires. Débutées ce mardi 21 mai, ces journées s'achèveront le 27 juin prochain. C'est un reportage signé Franck Quadio. On s'arrête dans le Tonkoui et cette campagne de sensibilisation sur les dangers que représentent les drogues et autres stupéfiants. Une campagne dirigée par la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Léon Brou. 2 tonnes de cannabis et 20 tonnes de médicaments de qualité inférieure saisis par la police de Mans incinérés. L'acte donne le coup d'envoi de la campagne de sensibilisation contre les drogues et stupéfiants dans la région du Tonkoui, voire dans le district autonome des montagnes. Avec l'ampleur que le phénomène drogue prend, Monsieur le ministre a décidé que nous fassions la sensibilisation, nous fassions la prévention. Et donc, il nous a mis en mission à Mans, parce que Mans devient une plaque tournante du trafic à cause de son relief et aussi à cause de ses frontières. Deuxième articulation de cette campagne, la présente conférence publique. La direction de la police des drogues et stupéfiants présente les différentes formes de drogue et les dangers auxquels s'exposent les usagers de ces substances. Pour inviter les populations à dire non à la drogue, les pancartes de la police des drogues et stupéfiants ne suffisent pas. Faut-il encore le corps à corps, police, enfants, jeunes et adultes? 400 policiers investissent donc commerce, gares routières, rues et autres points de rassemblement à Mans, Biankouma et Danané. Si les policiers sont venus pour intervenir, franchement, dire à moi ici, ça nous fait plaisir. Parce que nous-mêmes, on est fatigués, on ne peut plus attraper nos enfants pour les déposer à la maison. Moi, est gâté. Il y a des meurtres partout, ça gâte notre image.
Donc ce que j'aimerais dire à mes frères, d'arrêter de consommer de la drogue, d'arrêter de fumer des chichas, parce que nous sommes l'avenir de la Côte d'Ivoire. Également à Man, Biankouma et Danané, population et police ensemble pour des marches et autres activités sportives, comme pour sensibiliser sur la nécessaire collaboration entre les deux parties pour mieux combattre les drogues et phénomènes dérivés. 3 jours de tandem soldés par un dîner à l'attention des retraités de la police nationale à Man. Dans le reste de l'actualité aux États-Unis, l'ex-candidate républicaine à la Maison-Blanche, Nikki Haley, qui a beaucoup critiqué Donald Trump par le passé, a annoncé ce mercredi 22 mai qu'elle voterait pour lui à la présidentielle de novembre prochain. Le président Joe Biden est une catastrophe. Je voterai donc pour Trump, a-t-elle dit lors d'une intervention dans un centre de recherche conservateur. Ils sont venus à bout des invincibles. C'est du football, c'est la Ligue Europa et c'était la finale hier mercredi. L'Atalanta Bergame a déjoué les pronostics pour s'offrir le trophée de la compétition à Dublin. 3-0, score final et c'est le Bayer Leverkusen qui en a fait les frais. Le bourreau des Allemands se nomme Ademola Lookman, le Nigérian, auteur d'un triplé, le triplé donc de la soirée. Il est donc le favori sérieux pour le Ballon d'Or africain. C'est tout pour ce 7h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous laisse avec Renaud. Bon, avant de partir, hein, Régis Kofi, je veux dire, quand on parle de football, Régis Kofi, c'est carrément l'expert hein, dans le matin bonheur au niveau de l'information. Je veux dire, l'Atalanta Bergame a déjoué tous les pronostics. Ça, j'en suis convaincu. Mais oui, oui. On a tous mis une pièce. Bon, il sait de quoi il parle quand il parle de pièces, hein, parce que Régis Kofi, c'est grand parieux. Non, mais c'est vrai que je trahis. On analyse comme les bookmakers. Oui. Donc, on a mis une pièce sur le Bayer Leverkusen, mais hein, voilà. C'est ce qui fait le charme du football. Bon, pour parler comme les Ivoiriens, cette fois, Régis est rentré en brousse. Dans son pari. Mais bon, ce n'était pas le Real, je comprends en même temps. Régis Kofi, merci. On reste confiant, Voilà. Avec le Real de Madrid. Oui. J'espère qu'il n'y aura pas une autre surprise. Voilà. Bon, on l'espère pour vous aussi. Parce que le favori va gagner cette fois-ci. Le favori va gagner. On l'espère pour le Real de Madrid. Mais en tout cas, c'est face au Borussia Dortmund hein, de Sébastien Haller. Et ce sera pour la finale de la Champions League cette fois-ci. C'est bien de cela qu'on parle. Régis Kofi, merci. Merci. Régis Kofi qu'on retrouve le jeudi prochain dans Matin Bonheur, mais que vous retrouvez aussi pour d'autres sessions d'information sur RTI 1. Allez, nous on continue à parler de digital avec notre invité Jonathan Bordet. J'en ai vers la fin de nos échanges. Et justement, on était en train de parler des différentes générations X, Y et Z, comme elles ont été nommées, et de leur rapport au digital. Et justement, sur la question, on parlait des défis auxquels chacune de ces générations-là était confrontée avant qu'on aille pour ce point d'information. Effectivement, donc je dirais que bon, il y a des défis et opportunités, hein, vous savez, pour chacune des générations. Si on prend le monde du travail, c'est vrai qu'il y a des générations qui sont peut-être beaucoup plus à l'aise avec certains outils et d'autres qui le sont moins. Comme je vous disais, les générations Z vont être beaucoup plus habituées à l'instantanéité, donc avoir du contenu assez rapidement, utiliser des outils d'intelligence artificielle qui vous donnent des textes, des présentations, des outils pour avoir des créatifs assez rapidement, alors que des générations un peu plus anciennes, entre guillemets bien sûr, vont prendre peut-être plus de temps et vont utiliser des outils qui sont peut-être plus traditionnels. Donc, je pense que dessus, le message est, comme je vous disais, il y a toujours de la transversalité. Hein, il y a des personnes qui sont plus curieuses, plus à l'aise, plus intéressées, d'autres moins. Et je pense que le message, c'est d'essayer de se dire, entraînons-nous et essayons d'avoir des programmes peut-être d'apprentissage en fonction des besoins de chacun. Mais justement, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Hein. Je dis, on est confronté au digital et ça va continuer comme ça. Donc, toutes ces personnes-là qui se mettront en marge de la marche du digital hein, seront les analphabètes des années à venir. Et donc, comment ces différentes générations, Jonathan, doivent-elles percevoir l'impact des technologies digitales sur leur vie professionnelle et même familiale hein, parce qu'aujourd'hui, le digital, il intervient partout. Hein. Effectivement, effectivement. Sur la vie professionnelle, il y a deux approches. Hein. Je dirais que si vous faites quand même attention, il y a, entre toutes les générations, on utilise quand même WhatsApp hein, et le téléphone mobile. Il y a quand même des outils qui sont intergénérationnels. Ça, c'est un fait. Après, c'est vrai qu'on se retrouve souvent des fois dans des dîners ou en famille où les plus jeunes sont toujours sur le téléphone et n'interagissent pas nécessairement beaucoup avec les adultes. Je pense quand même qu'il y a un effort d'éducation et de pousser un peu cette génération-là à regarder un peu vers le haut au lieu de regarder l'écran. De lever la tête de lever la tête. Et ça, c'est vraiment peut-être essayer de donner des temps de connectivité
Où, à des moments, il faut confisquer les téléphones à table, par exemple, devant la télé, ou lors de réunions familiales. Tout à fait, pour quand même encourager l'interaction sociale. Oui. Et puis pour des personnes, on le voit peut-être chez des personnes un peu plus âgées, on voit quand même une adaptation à des outils, puisqu'ils arrivent enfin je ne sais pas, mes grands frères ou mes parents utilisent WhatsApp, par exemple. Donc il faut quand même essayer d'avoir cette adaptabilité-là. Et puis le plus important, on est avec nos générations, donc pour les plus anciens, j'aime pas nécessairement le mot ancien, mais les gens d'une génération plutôt X ou baby boomers, ne voyaient pas non plus Internet comme une menace ou le fait que l'enfant soit sur son écran comme une chose négative. C'est son temps en fait. Il est né avec, il ou elle est né avec, et donc va naturellement être enclin à être sur son outil. Mais justement, on parlait du fait qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Et donc, quel conseil, Jonathan, vous pourriez donner à ces entreprises-là dans lesquelles il y a des personnes qui sont carrément déconnectées des réalités actuelles au niveau digital pour qu'elles intègrent mieux leurs employés qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil digital? Alors, ça, c'est un bon point, parce que quand vous parlez d'entreprise, il y a deux manières de voir les choses. Il y a comment l'entreprise communique en externe avec des clients de différentes générations. Et là, comme je vous disais en introduction, il y a des personnes qui sont très sensibles au prix, à la qualité, donc c'est ce que vous mettez dans vos messages, sur vos communications, sur le numérique. D'autres qui sont très sensibles aux recommandations. Donc voilà, vraiment voir votre message en fonction des caractéristiques de votre cible. Mais ensuite, quand on parle de communication en interne ou d'engagement avec ses employés, je dis déjà deux choses, c'est que une fois de plus, les compétences numériques sont intergénérationnelles. Certaines personnes plus âgées peuvent être capables d'apprendre aux plus jeunes. Mais à mon avis, donc, faut avoir, je pense que, premièrement, c'est une attitude qui vient de nous. Donc, l'ouverture, déjà, par rapport aux plus jeunes qui sont très enclins aux nouvelles technologies, et aussi un manque, peut-être un peu moins d'arrogance de la part des plus jeunes, et une envie de partage. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, pourquoi pas des programmes de formation à mettre en place par les entreprises, parce que, en fait, on a un schéma, on dit que les baby boomers disaient « appelle-moi ». La génération X dit « envoie-moi un email ». La génération Y va dire « envoie-moi un tweet ». Envoie-moi un tweet, voilà. Et la génération Z va dire « texte-moi » ou « envoie-moi un TikTok ». Donc voilà un petit peu comment ça marche. Et du coup, une fois qu'on a conscience de ça, ça ne va pas s'arrêter. Il faut adapter ça. Oui, ça ne va pas s'arrêter. Donc il faut s'adapter. Pour terminer en quelques mots, Jonathan, quelles sont les interactions digitales que vous pensez qu'elles pourraient exister entre ces générations-là dans les prochaines années? Une fois de plus, je pense que la communication via le téléphone, la communication via les outils tels que WhatsApp va continuer pour le long terme. Il est possible que dans le futur, vous voyez, avec les progrès de l'intelligence artificielle, quelqu'un qui n'est pas capable d'écrire ou de lire puisse envoyer un message avec ses yeux ou avec sa bouche vers quelqu'un. Donc, on est vraiment dans une évolution où les choses vont être de plus en plus instantanées. Il y aura besoin d'avoir de moins en moins appel à la traduction ou à des outils qui vous prennent beaucoup de temps. Donc, on rentre, comme je vous disais, dans l'instantanéité. Mais une fois de plus, Internet est là pour nous aider, malgré certains risques. Et c'est là pour rester. Et justement, c'est pour toutes ces raisons qu'on a nos différents intervenants qui viennent nous parler justement de ces nouveaux outils auxquels il faut s'adapter pour vivre en harmonie avec son temps. Jonathan, merci. Merci, comme toujours. Et puis à bientôt pour d'autres infos sur le digital dans votre émission. Matin Bonheur, nous on est toujours très heureux de vous recevoir. On va continuer de parler de digital, cette fois avec une dame. Il s'agit de Madame Ouattara Fatou, qui est promotrice d'événements culturels. Et avec elle, on va parler du rapport des maires au digital. Bonne arrivée. Superbement vêtu dans son... Vous allez vous installer ici, à côté de nous et justement avec vous. Je l'ai dit, on va parler du rapport des mamans avec le digital parce qu'il faut le rappeler, ce week-end on va célébrer les mères à travers la fête des mères et donc le sujet il est à propos. Absolument. Bonne arrivée. Merci. Promotrice d'événements culturels, Madame Ouattara Fatou, et avec vous on parle des mères et des réseaux sociaux, usages et dangers. Absolument. Et donc, dites-nous, vous, on va parler de votre expérience personnelle avec les réseaux sociaux. Je veux dire, quelle plateforme utilisez-vous le plus souvent et à quelle fin? Très bonne question. Alors, j'utilise toutes les plateformes. Facebook, Instagram, TikTok surtout, ces temps-ci, parce que c'est un peu à la vogue. Et voilà, j'utilise ça dans le cadre de mon travail. Et voilà, plus ça dans le cadre de mon travail, mais j'ai eu à utiliser ça lorsque j'étais hors du pays pour pouvoir rester en contact avec la famille. Et puis voilà. Justement, ces plateformes-là qui permettent justement d'échanger, d'avoir des rapports sociaux intéressants malgré la distance. Et combien de temps vous passez généralement sur les réseaux sociaux, même si c'est dans le cadre de votre travail?
J'ai dit la vérité. Oui, toute la vérité. Rien que la vérité. Rien que ça. Alors, je peux dire que environ sur 24 heures, je passe 12 heures. 12 heures, donc la moitié. La moitié, oui. Waouh, il faut le faire. Oui, il faut le faire. Il faut le faire. Dans le cadre de mon travail, comme je l'ai dit, et aussi dans le cadre de m'évader. Voilà, j'ai eu à utiliser les réseaux sociaux et aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, les mamans, dont j'en fais partie, on essaie les réseaux sociaux deviennent un peu le relais de l'éducation de nos enfants. C'est-à-dire quand on quitte au travail, qu'on est très fatigué, l'enfant a envie de passer un petit moment avec nous, nous raconter ce qui s'est passé à l'école et tout. Alors qu'on revient du boulot, on est fatigué, on doit s'occuper de la maison et tout. Donc, tout de suite, on lui donne une tablette, il se connecte, puisqu'il y a le Wi-Fi. Et puis on a la paix, voilà. On pense avoir la paix, alors qu'on ne contrôle pas ce que l'enfant est en train de regarder forcément. Donc, et nous-mêmes, nous sommes de grosses consommatrices aussi des réseaux sociaux. Mais justement, vous avez fait un clin d'œil aux enfants. Je dis, quels sont les défis, selon vous, que les mères rencontrent sur les plateformes sociales, sans oublier que leurs époux sont là-bas aussi et que leurs enfants aussi s'y trouvent. Et souvent, les deuxième ou troisième bureaux aussi des époux, pour celles qui sont confrontées à cela, s'y trouvent. Absolument. Alors aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux sont devenus un peu un tribunal où on fait les réunions de famille, où on fait les règlements de compte avec les statuts visés, où on mène des enquêtes parce qu'il y a vraiment des colombos. Et c'est surtout les femmes. Donc quelqu'un voit, tu as mis à quelqu'un qui te connaît, donc passe dans fait ta capture d'écran. Et on guette les commentaires. Exactement. On guette les commentaires. Et donc, c'est un peu ça a un aspect positif si on sait l'utiliser. Moi, je l'utilise vraiment pour m'inspirer de certaines personnes. Et voilà. Et c'est un aspect négatif, surtout avec les défis, les challenges. On a vu plusieurs jeunes mourir comme ça sur TikTok pour avoir essayé des challenges qui les ont vraiment tués et endeuillé les familles, oui. Mais ça, on ne le souhaite à personne. Justement, c'est de là qu'on parle du côté, du revers des réseaux sociaux. Il faut faire très attention. Tout à l'heure, vous l'avez dit, on pense avoir la paix en donnant les téléphones à nos enfants qu'on rentre du boulot, qu'on est fatigué. Ça, tous les parents le font. Je ne connais pas un parent qui ne le fait pas. Tous les parents le font et surtout, il faut contrôler. Et selon vous, quels sont les aspects positifs d'un côté et négatifs auxquels on peut être confronté pour les mamans sur les réseaux sociaux? Alors moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est vraiment, on va dire, c'est un livre ouvert après tout. Donc, c'est à nous de voir qu'est-ce qui nous intéresse dedans. Moi, je m'inspire de réseaux sociaux avec les histoires d'astuces de cuisine, pour comment gérer certains... Surtout que vous êtes dans l'événementiel aussi. Exactement, voilà, justement. Donc, à l'occasion de Café Balade Acte 3 que nous sommes en train d'organiser pour célébrer la maman, nous allons justement discuter de ce... on ne va pas dire fléau, mais de cet aspect de la gestion de la famille. Parce que justement, en fouillant les réseaux sociaux, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui se plaignent, par exemple, quand elles sont au restaurant ou bien en famille. Les enfants passent plus de temps en train de regarder. Dès qu'on arrive au restaurant, tout de suite, tout le monde prend son téléphone, moi y compris, en train de snapper les plats, les endroits où on est. Et finalement, on ne se parle pas, alors qu'on est sorti pour se parler. Donc, voilà ce dont nous allons vraiment discuter, essayer de voir comment on peut rattraper les choses, comment passer des moments de qualité avec nos enfants et aussi attirer leur attention sur les dangers. Il faut savoir vraiment quoi regarder et tout. Moi, je vais sur TikTok d'autres pays, d'autres continents, notamment les Asiatiques. C'est toute autre chose. C'est vraiment très éducatif, ça divertit, mais en même temps, ça éduque. Voilà, donc je veux m'inspirer de ça. Et justement, en voulant vous inspirer de ça, comme vous le dites, pour assurer la sécurité des enfants, selon vous, quelles sont les précautions qu'une mère devrait prendre pour assurer sa sécurité à elle et celle de ses enfants sur les réseaux sociaux? Alors, les précautions, on est tellement assaillis, on est tellement envahis par le flux d'informations qui passent, mais c'est nous-mêmes déjà de faire... une analyse de ce dont nous avons besoin exactement. Qu'est-ce que ça nous apporte, par exemple, d'aller sur telle page ou telle autre page? Qu'est-ce que ça m'apporte plus de façon positive? Après ça, on saura sur quoi nous diriger. L'algorithme va nous proposer chaque fois des choses qui nous intéressent. Et aussi parler aussi aux enfants. Parler aux enfants des dangers, de ne pas trop discuter avec... D'abord même verrouiller un certain nombre d'accès. Voilà, contrôler vraiment ce que l'enfant doit regarder sur sa tablette ou sur
sur son téléphone. Aujourd'hui, avec toutes les notifications qu'on a, bon, je veux dire, c'est vrai qu'on a la volonté de contrôler, mais quand on est sur Internet, on reçoit tellement de notifications et les enfants qui sont curieux par nature, je dis, quand ils regardent, ils reçoivent une notification, s'ils cliquent là-dessus que c'est un contenu qui n'est pas bon pour eux, ça, on ne peut pas contrôler. Normalement, on pouvait contrôler, je parle sur le contrôle des informaticiens, certainement qui me regardent. Je pense que tout est nos centres d'intérêt, parce que quand tu vas sur un réseau, on te demande qu'est-ce qui t'intéresse. Tu choisis loisirs, lecture, cuisine, etc., etc. Et lorsque on part sur certains sites, l'algorithme retient ça et il se dit peut-être que ça peut vous intéresser, donc il vous propose. Donc c'est pour ça que je parle de la base, en fait. Donc si à la base vous avez choisi certaines choses qui ne sont pas recommandables ou bien qui sont pour adultes, que vous donnez votre téléphone à l'enfant, soyez sûr que l'enfant va avoir cette notification. Donc peut-être prendre un appareil dédié spécifiquement à l'enfant avec des choix. Faire la configuration, faire des choix qui ne seront pas agressifs pour l'enfant avant de lui donner le téléphone. C'est bien ça. Mais justement, tout à l'heure, je parlais de ce à quoi vous êtes confrontés quand vous êtes sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde y est. Je dis aujourd'hui, il y a des personnes qui utilisent des faux profils des parents pour espionner leurs enfants. Donc, ils leur envoient des demandes d'invitation. Est-ce que vous le faites, Madame Ouattara? Une petite question. Bon, ma fille va me pardonner, oui, je l'ai fait, mais je ne le fais plus parce qu'elle est majeure maintenant. Bon, elle a juré de dire toute la vérité, donc c'est le cas. Mais est-ce que vous espionnez votre époux aussi? Mon époux? Petite question indiscrète. Mon époux, non, je lui fais trop confiance, je ne l'espionne pas, non, pas du tout. Bon, sur ce point-là, Madame Ouattara a hésité avant de donner la réponse. Je suis sûr, Monsieur Ouattara, faites attention. Je lui fais confiance, je ne l'espionne pas, non. Je ne fais pas partie de ces personnes qui passent leur temps. Je n'ai même pas ce temps-là. Qu'est-ce que vous diriez à toutes ces femmes-là, nombreuses, je suis sûr, qui sont en train de nous regarder, qui espionnent leurs époux? Alors, moi, je pense que quand tu espionnes, comme on dit, qui cherche, trouve, qui trouve, assume. Donc, si tu as vraiment le bon cœur pour pouvoir supporter, que ton cardiologue, il est tout le temps disponible pour toi, allez, vas-y, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais non, je pense que ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Et justement, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez dit que vous passez en moyenne 12 heures par jour. Comment vous faites? Je dis, pendant 12 heures, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous passez d'une plateforme à une autre. Comment ça se passe? Parce que c'est tellement prenant aussi. Et quand on y prend garde, je dis, si on n'y prend pas garde, on se retrouve à passer 4 heures tranquillement sans s'en rendre compte. Oui, comme je l'ai dit, c'est dans le cadre de mon boulot. Et j'en ai eu les conséquences. Je pense que la dernière fois que j'étais passée, j'avais une orthèse au doigt. Oui. Et ça, ce sont les conséquences de voilà. Scroller, à présent, je suis dans la rééducation. Donc, oui, ces 12 heures-là ne sont pas sans conséquences, même pour les yeux, même pour la tête et tout. Mais quand j'y vais, c'est vraiment pour des choses très, très, très importantes. Après, les réseaux sociaux aussi, ça dépend. Hein. On peut avoir une conférence via les réseaux sociaux. Donc, voilà. On peut avoir une formation via les réseaux sociaux. Et voilà. Donc, même aujourd'hui, les réunions de famille, on les fait sur les réseaux sociaux. Exactement. Moi, j'ai une collègue qui avait perdu à l'époque sa mère, dernièrement, enfin, quand j'étais au Mali. Et elle... Tout de suite, les 2 heures qui ont suivi, toute la famille à travers le monde était réunie via un lien Zoom où ils ont commencé à discuter un peu des démarches à faire avant que le corps soit expatrié dans son pays d'origine. Donc oui, il faut savoir juste l'utiliser. Oui. Justement, quelles sont les stratégies que vous pourriez recommander aux mamans pour organiser leur temps? Et les papas. Bon, comme on parle des mamans, nous les papas, on sait comment on s'y prend. Pour organiser leur temps sur les réseaux sociaux. Alors, vraiment, si ce n'est pas pour le travail, si c'est vraiment pas pour le travail, moi, je pense qu'il faut passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Pour une maman, si c'est vraiment dans le cadre de son travail, oui, mais si ce n'est pas dans le cadre de son travail, parce qu'après, ça devient comme une drogue, on devient addict. Je connais des personnes qui, justement, ont un déficit de sommeil parce qu'ils peuvent rester sur les réseaux sociaux tard dans la nuit. Et dès le matin, lorsqu'ils se lèvent, la première chose est de prendre le téléphone, aller même dans les toilettes avec. On le fait tous. Voilà, on devient tous addicts à ça. Et après, c'est vraiment d'être autodiscipliné et faire le bon choix, oui, je pense. Justement, cette discipline, cette autodiscipline que vous conseillez, comment on y arrive quand on a déjà franchi le pas qui nous conduit vers justement cette addiction-là? Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, on est tous addicts au téléphone d'une façon ou d'une autre. C'est vrai. Mais pour les femmes, c'est un peu plus compliqué parce que bon, dans nos conceptions africaines, c'est elle qui a la charge de l'éducation des enfants et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, comment faire pour justement passer du temps
avec ses enfants en mettant le téléphone carrément de côté à un moment donné? À un moment donné, bon, on ne va pas dévoiler tout ce dont nous allons discuter à Café Balade Acte 3 qui aura lieu le 25 mai, mais où on aura une psychologue justement, Dr Djeneba, qui est psychologue, experte en stress du travail, qui viendra discuter de ça et donner des astuces. Mais ce que je peux dire, c'est vraiment de prioriser son choix, de savoir ce qu'on veut et de voir comment est-ce qu'on peut atteindre nos objectifs en utilisant moins les réseaux sociaux, mais l'utiliser de façon qualitative. De façon qualitative. Et petit indice, hein, avant que vous arriviez à votre événement, un seul indice pour cette utilisation qualitative-là. Vous rentrez à la maison le soir, après une dure journée de travail, au lieu de donner le téléphone à l'enfant, qu'est-ce que vous faites? Même quand ils insistent. Alors moi, je pense que même quand ils insistent, est-ce que c'est bon pour mon enfant? Est-ce que c'est bon pour mon enfant? Est-ce que je porte cet enfant à 9 mois pour que ce soit les réseaux sociaux qui s'en occupent? Là, c'est ma responsabilité qui est engagée. Oui. Belle question. Et c'est sur cette question qu'on va chuter pour nos échanges avec Mme Ouattara Fatou, hein, je rappelle, promotrice d'événements culturels qui était venue nous parler de l'usage du digital pour les mamans. Et justement, vous le dites au cours d'un événement, vous allez parler de cette utilisation du digital. Là. Justement, ce matin, puisque vous le disiez tout à l'heure, quand on se réveille le matin, le premier réflexe, c'est de toucher le téléphone. Vous l'avez fait? Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait pour... je suis allée sur YouTube, comme je le fais chaque matin, pour écouter les invocations, les prières, les doigts, comme on le dit, du matin. Et je suis venue directement ici. Et votre téléphone, quand vous vous couchez, vous le mettez où? Au chevet du lit, au pied du lit, un peu plus loin sur la commode? Parce qu'aujourd'hui, on dort tous avec le téléphone. Voilà, j'ai décidé de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Oui, je le mets juste à côté de mon téléphone, mais je me déconnecte. Ah, bon, pour ceux qui ne se déconnectent pas, il faut faire comme Mme Ouattara Fatou. Moi, je ne me déconnecte pas, j'avoue. Je l'avoue, parce qu'on ne sait jamais, nous, l'information ne s'arrête pas, donc on est toujours connecté pour pouvoir avoir les dernières infos, justement, pour pouvoir faire aisément notre travail. Mme Ouattara, hein, on va vous raccompagner tranquillement, parce que nous sommes à la fin de cette émission. On a été très heureux d'être en votre compagnie pour ce numéro de Matin Bonheur, et on dit merci à toutes ces personnes qui se sont succédées, Ngom Lekonaté, M. Jonathan Bordège et Mme Ouattara Fatou, avec laquelle nous refermons cette émission, et on ne saurait la refermer justement sans revenir sur cette information que nous avons donnée hier, celle du décès de Soum Saint-Félix, l'un des initiateurs et de cette émission Matin Bonheur, qui a tracé les sillons dans lesquels nous sommes en train de marcher jusqu'à présent, celui avec lequel justement nous avons découvert cette émission Matin Bonheur, qui a tiré sa révérence il y a 2 jours de cela maintenant, et à qui on souhaite que la terre soit légère. Et à travers cette information, on voudrait dire Yako à Selma Soumaoro, sa fille, qui est de l'édito, qui est membre de l'édito de Matin Bonheur, de votre émission, et dire Yako aussi à toute la famille Soumaoro, Yako à la rédactrice en chef de Matin Bonheur, et Yako à toutes les personnes qui l'ont connu, et Yako à toute la RTI. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On va se retrouver demain pour le dernier numéro de cette semaine de Matin Bonheur, et on sera avec le peuple bakoué. Donc rendez-vous dès 6h25 demain matin pour découvrir ce beau peuple que nous allons vous offrir dans votre émission Matin Bonheur. À demain.